Mon chers étudiants et étudiantes au cycle supérieur qui êtes nouvellement inscrits à votre programme d'études, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans la grande communauté de l'Université de Montréal. Donc, certains m'ont déjà vu. En fait, je me suis présentée une première fois dans une courte capsule qu'on avait mis avec l'invitation qu'on vous avait faite pour cette séance d'accueil avec vous. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je me représente. Je suis Julie Carrier. Je suis vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal. Donc, je coordonne une équipe de plus de 30 personnes qui a pour mission vraiment de vous accompagner tout le long de vos études, de l'inscription, puis maintenant de votre admission à l'Université de Montréal jusqu'à votre diplomation. Évidemment, c'est une séance d'accueil qui est franchement différente. Elle se fait de façon virtuelle, donc vous ne pourrez pas rencontrer de vive personne, l'équipe des 30 personnes. Sachez toutefois qu'elles travaillent toutes avec vous, en fait, pour votre réussite au cours de vos études. Mais vous allez en rencontrer quelques-unes aujourd'hui que vous avez peut-être aussi déjà rencontrées dans certaines des capsules de notre chaîne YouTube. Donc, vous êtes maintenant bien en selle, donc admis et commençant déjà probablement votre programme d'études. Outre notre équipe au ESP, donc ESP est vraiment le nom intime, je dirais, le nom que vous allez entendre beaucoup quand on parle des études supérieures et postdoctorales. Donc, outre notre équipe, il y a aussi des personnes clés dans votre cheminement qui vont vous accompagner vraiment, que ce soit pour votre dossier académique ou que ce soit pour votre cheminement académique. Donc, il y a ces personnes clés-là, vous deviez bien les connaître parce qu'elles vont être encore plus proches de vous vers votre mission académique. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez faire certains changements, vous devez contacter toujours en premier votre TGDE. Donc, TGDE, qui est aussi un autre acronyme que vous allez apprendre très rapidement parce que ça va être une personne clé vraiment dans votre cheminement au cours des prochaines années. Donc, qui se retrouve habituellement lié à votre programme d'études. Vous pouvez également consulter, bien évidemment, vos responsables de programme aussi. Et également, pour ceux qui sont en recherche, évidemment, votre directeur de vos travaux de recherche va être définitivement une personne clé également au niveau de votre cheminement. Vous avez peut-être vu aussi dans l'invitation, on avait mis une ligne, en fait, ou un lien, en fait, qui vous amenait directement sur notre chaîne YouTube. Vous avez probablement déjà vu certains que vous allez revoir aujourd'hui, Louise Demers et Clément Arsenault, entre autres, où on vous a déjà préparé certaines capsules pour vous aider aussi à vous orienter dans cette nouvelle période de votre vie. Donc, on a déjà déposé des capsules, par exemple, sur le règlement pédagogique, sur le système de notation au cycle supérieur, sur le financement et sur le plagiat. Ces présentations-là ont eu lieu antérieurement lors de la rencontre d'accueil annuelle. Puis, on vous invite bien évidemment toujours à les consulter. Donc, après notre séance ou tout au long de l'année quand vous avez des questions. Mais on va en construire d'autres également sur plein d'autres sujets qui vous touchent aussi au cours de la prochaine année. Donc, je vous invite de rester branchés sur notre chaîne YouTube aussi, qui va devenir pour vous vraiment une source d'information aussi fiable puis un peu interactive dans cette période-là qui est un peu particulière où les contacts directs sont moins faciles.
L'autre source d'information qui est essentielle pour vous, évidemment, c'est notre site Internet, donc le site Internet des ESP. À la fin de la séance, on va vous mettre d'ailleurs le site Internet de notre site. Vous allez trouver toutes les informations aussi qui sont extrêmement importantes pour votre cheminement académique. Et l'autre chose aussi, c'est la dernière source d'information qui peut également être consultée facilement aussi, c'est avec votre portail, donc à votre Université de Montréal. Donc, il va y avoir aussi tous les étudiants au cycle supérieur sont automatiquement inscrits aussi aux différentes sections qui se rattachent également au cycle supérieur. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions lors de notre appel pour vos questions. Sachez que notre équipe présentement travaille très fort pour vous répondre le plus rapidement possible. On en a sélectionné certaines qui étaient plus communes aussi, que Louise et Clément vous répondront durant cette séance ici. Mais n'hésitez pas non plus à nous envoyer des courriels, même suite à la séance, si vous avez d'autres questions, ou à consulter, bien évidemment, comme je vous disais, votre TGDE, votre responsable de programme et ceux qui sont en recherche, votre directeur de recherche. Donc, sans plus tarder, je voulais donner la parole à deux personnes clés, mais entre autres, la personne qui parle suite à moi, qui est Clément Arsenault, qui est vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales. Donc, bienvenue à tous. Alors, merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. À mon tour maintenant de vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous allez avoir un bon parcours dans vos études. Le secteur dont je m'occupe aux études supérieures et postdoctorales, c'est vraiment le cheminement étudiant et les programmes. Donc, pour moi, mon intervention aujourd'hui va surtout porter sur le cheminement. Et donc, on vous a déjà parlé effectivement qu'on a préparé des capsules vidéo. Donc, il y a des capsules que vous pouvez consulter comme rappel, donc sur le règlement pédagogique, sur le système de notation, sur le plagiat. Et puis, d'autres capsules suivront, notamment sur ce qu'on appelle le plan global d'études et donc la section également études supérieures du portail Mon UDM. Alors, aujourd'hui, bon, pour s'assurer d'avoir un cheminement, un bon cheminement dans nos études supérieures, c'est important, bien sûr, de planifier. Et donc, mon intervention porte surtout sur ces points-là, ce qu'il faut faire surtout au début de ces études. Donc, je vais revenir un peu sur certains points déjà du règlement pédagogique qui devraient vous intéresser dès maintenant. Alors, c'est important, bien sûr, de connaître le règlement pédagogique des études supérieures, faire attention il faut savoir qu'il y a un règlement pour le premier cycle, donc baccalauréat, et il y a un autre règlement pour les cycles supérieurs, donc pour les maîtrises et les doctorats. Donc, assurez-vous de consulter le bon document. Vous le trouverez facilement, soit en faisant une recherche sur le moteur web de l'université, ou soit en vous rendant sur le site web des ESP, où vous trouverez un lien vers le document qui est hébergé sur le site du secrétariat général de l'université. Et puis, c'est important de savoir que c'est un document public, donc il n'y a rien de secret à ce document-là. Vous êtes tout à fait libre de consulter tous les articles du règlement. Et si jamais vous avez des questions à propos de certains articles que vous avez soit de la difficulté à comprendre ou que vous n'êtes pas sûr de bien l'interpréter, vous pouvez vous adresser à votre responsable de programme qui vous donnera assurément une réponse là, à votre question. Et puis, si jamais il a un doute lui-même, il pourra nous consulter pour s'assurer qu'on vous donne la juste information. Et une autre chose aussi, donc, Julie parlait de
des TGDE, donc les techniciens en gestion de dossiers étudiants. Les techniciens et techniciennes connaissent aussi très bien le règlement pédagogique, donc elles peuvent aussi être une première personne à consulter. Cependant, faites attention, il y a certains règlements qui demandent, par exemple, des autorisations. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir une prolongation, eh bien, vous allez voir dans le règlement qu'il y a une autorisation à obtenir de, par exemple, votre responsable de programme. Les techniciens, les TGDE vous donneront l'information, mais ne sont pas autorisés à donner ces permissions-là. Donc, faites attention, c'est pas seulement parce que vous avez parlé au TGDE que vous avez nécessairement obtenu l'autorisation. Il faut vraiment avoir les personnes en autorité pour obtenir ces autorisations-là. Donc, en début de parcours, qu'est-ce qui est important de connaître du règlement? Donc, je l'avais mentionné dans les capsules, mais je veux simplement faire quelques petits rappels ici. Le choix du directeur de recherche, donc pour les étudiants qui sont en maîtrise recherche et les doctorants. Donc, idéalement, vous avez déjà identifié votre directeur de recherche, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pour ceux qui sont en maîtrise, vous devez absolument avoir identifié votre directeur à la fin du premier trimestre. Donc, à la fin du mois de décembre, ça devrait être fait. Pour les doctorants, donc, vous avez 2 trimestres. Donc, vous avez jusqu'au 30 avril pour identifier votre directeur de recherche. Ensuite, vous avez un plan global d'études à remplir. Donc, le plan global d'études, vous devez le remplir dès le premier trimestre et le TGDE et le responsable de programme pourront également vous épauler, vous renseigner sur comment remplir ce plan global d'études. Et il est rempli donc en collaboration avec votre directeur de recherche. Et c'est un document, en fait, c'est un excellent outil de planification, je dirais. C'est un document qui balise votre cheminement et qui permet de voir les différentes étapes de votre cheminement un peu à l'avance pour pas être pris au dépourvu à un certain moment donné. Oh, j'avais pas prévu ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et puis, ça peut quelquefois vous faire perdre un peu de temps. Donc, d'avoir ce plan-là, ça vous permet vraiment de voir la scolarité, quelles sont les autres étapes obligatoires de votre cheminement. Et donc, ça permet aussi également de faire un retour sur la structure de votre programme. J'imagine que vous l'avez déjà consulté avant de faire votre admission, mais ça permet peut-être d'avoir un second regard sur la structure un peu plus en détail. Donc, il faut le voir vraiment comme un outil de planification qui permet donc de baliser votre cheminement de façon harmonieuse. Ensuite, la troisième chose, c'est l'enregistrement du sujet de recherche. Donc, pour les étudiants qui sont en maîtrise recherche et au doctorat, vous avez un peu plus de temps pour ça. Donc, mais c'est une des premières étapes obligatoires de votre cheminement. Donc, vous devez enregistrer votre sujet de recherche pour les maîtrises avant le 2e trimestre et pour les doctorants avant la fin du 3e trimestre. Donc, vous avez quand même un peu de temps pour ça, mais c'est quelque chose dont vous devez discuter notamment avec votre directeur de recherche. Finalement, quelque chose qui est important à faire durant le 1er trimestre, donc il faut commencer peut-être à y penser dès maintenant, pour rédiger votre mémoire et votre thèse, donc les mémoires pour les maîtrises et les thèses pour les doctorats, la langue d'usage, c'est le français à l'Université de Montréal, mais vous pouvez toutefois obtenir une dérogation, donc vous pouvez demander une permission de rédiger votre mémoire ou votre thèse dans une autre langue que le français, mais cette permission, vous devez la demander dès le 1er trimestre de vos études. Donc, c'est très important de faire cette demande dès le début de vos études. Voilà, donc pour le règlement pédagogique. Et il y a également donc un règlement universitaire sur le plagiat dont on vous a parlé dans les capsules aussi vidéo. Ce que je vous conseillerais dès le début de vos études, c'est vraiment de vous rendre sur le site web intégrité.umontréal.ca. Donc, c'est le site web qui contient toutes les informations sur le plagiat. Et il n'y a pas seulement le règlement, mais il y a également des outils, il y a un quiz interactif. Donc, c'est vraiment important de se familiariser avec les règlements et les pratiques concernant le plagiat. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'on prend très au sérieux à l'Université de Montréal.
Finalement, un dernier point rapide sur le système de notation. Vous allez voir dans le règlement pédagogique, il y a un article assez détaillé sur le système de notation. Sachez que c'est un système de notation littérale, donc avec des lettres, mais qui a une valeur numérique rattachée à chaque lettre pour pouvoir calculer votre moyenne générale. Et puis, de façon peut-être plus importante pour les étudiants qui passent du premier cycle au cycle supérieur à la maîtrise. Donc, sachez que les notes de passage minimales ne sont pas les mêmes au cycle supérieur. Donc, la note minimale de passage, c'est un C. Au cycle supérieur, si vous obtenez, par exemple, on ne vous le souhaite pas à personne, mais si vous obtenez C-, c'est-à-dire que vous avez échoué le cours et que vous devez le reprendre. Donc, ça ne sera pas nécessairement marqué E pour échec, mais un C- ou quelque chose en bas de C-, ça correspond à un échec et vous devez absolument reprendre ces cours échoués. Un autre élément dont je veux vous parler aujourd'hui, qui n'est pas abordé encore dans les capsules vidéo qu'on a préparées, c'est les co-tutelles de doctorat. Donc ça s'adresse principalement, directement aux étudiants qui sont inscrits au doctorat. Pourquoi on en parle tout de suite aujourd'hui à la séance d'accueil, c'est qu'il faut, si vous êtes intéressé par un cheminement en co-tutelle, il faut vraiment commencer à y penser dès maintenant parce que ce sont des procédures qui peuvent être assez longues pour développer les ententes de collaboration entre les deux institutions. Alors, qu'est-ce que c'est un cheminement en co-tutelle? C'est-à-dire que votre formation, elle sera partagée entre deux établissements universitaires, donc l'Université de Montréal et un autre établissement. Souvent, on a des co-tutelles avec la France en particulier, mais on a également donc d'autres pays avec qui on établit des co-tutelles. Alors, vous êtes inscrit dans les deux universités vous êtes inscrit dans des programmes d'études, mais à l'intérieur d'une convention, on établit votre cheminement, c'est-à-dire à quel trimestre vous allez être à l'Université de Montréal, à quel trimestre vous allez être à l'autre université et quelles sont les étapes essentielles à franchir dans votre cheminement. Donc, cette négociation avec l'autre institution prend quelquefois plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Donc, c'est important, si vous êtes intéressé par une co-tutelle, d'en parler tout de suite avec votre directeur de recherche et donc de commencer donc les procédures le plus tôt possible. Ce que vous obtenez, évidemment, pour une co-tutelle, sachez que c'est un cheminement peut-être un peu plus exigeant, c'est-à-dire que vous devez répondre aux exigences de deux institutions. Vous êtes inscrit dans deux institutions, donc vous devez vous remplir toutes les exigences des deux programmes. Mais évidemment, il y a certaines exigences qui sont mises en commun, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une thèse à écrire. Évidemment, vous n'avez pas deux thèses. Et il y aura seulement une seule soutenance qui sera soit à l'Université de Montréal, soit dans l'institution partenaire. Vous obtenez, par contre, en bout de ligne, une reconnaissance des deux institutions sous la forme de deux parchemins. Donc, vous obtenez un seul diplôme, vous avez fait seulement un doctorat, mais vous avez une reconnaissance de deux institutions avec deux parchemins sur lesquels sera inscrit que le doctorat a été fait en collaboration entre les deux institutions. Alors, si jamais vous êtes intéressé par les co-tutelles, vous devez n'hésitez pas à venir consulter notre site web. On a une section spécifique sur les co-tutelles avec plein d'informations. On a un guide assez détaillé sur les co-tutelles et on a même une personne qui est en charge d'une coordonnatrice qui s'occupe des co-tutelles. Donc, son nom, c'est Émilie-Claude Lepage. Et donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Vous allez voir, c'est très bien identifié sur notre site web. Voilà donc pour les éléments dont je voulais parler. Je pense qu'on pourrait donc également répondre aux questions qu'on a reçues. De mon côté, j'avais reçu uniquement deux questions assez générales sur
le cheminement académique. Donc, on demandait pour les gens qui sont à l'étranger, pour lesquels les plateformes comme Zoom, par exemple, sont quelquefois filtrées ou ne sont pas autorisées pour des raisons de licence, par exemple. Comment ça fonctionne? Alors, à ce moment-là, on ne peut pas donner de réponse très précise à ce moment-ci parce que chaque cas peut être assez particulier. Mais si vous avez des problèmes de connexion, quelles qu'elles soient, vous pouvez contacter les technologies de l'information. Donc, on a une unité à l'Université de Montréal, les technologies de l'information, qui offriront pour l'entièreté du trimestre d'automne un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous avez accès à ce service-là. Vous pouvez les contacter par téléphone. Ils ont également un formulaire web que vous pouvez remplir et ils vous répondront dans les plus brefs délais. Et voilà, si vous avez vraiment des questions de cet ordre-là, c'est vraiment à eux que vous devez adresser vos questions. La deuxième question que j'avais reçue, c'est la question à 100 000 $, bien sûr. Qu'est-ce qui arrivera au trimestre d'hiver 2021? Est-ce que ça sera en ligne ou est-ce que ça sera en présentiel? Eh bien, on ne le sait pas encore, mais sachez que, évidemment, on suit la situation de près avec l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Et on est déjà en train d'établir différents scénarios pour le trimestre d'hiver et on vous informera dès que possible lorsqu'on aura une annonce à faire à ce sujet-là. Donc voilà pour les deux questions que j'avais reçues. Et sur ce, je vais donc vous souhaiter un bon parcours et je vais céder la parole maintenant à ma collègue Louise Demers. Merci. Merci beaucoup, Clément. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je suis très contente de pouvoir m'adresser à vous et de vous parler du secteur qui relève de moi là, et qui vous concerne certainement tous, soit le financement des études, puis également le développement professionnel. Alors d'abord, concernant le financement aux études, clairement, quand on s'engage dans un projet comme le vôtre, la planification, elle est fondamentale, la planification au niveau pédagogique, mais également la planification financière, puisque la faisabilité de cette aventure-là en dépend aussi. Alors, à l'Université de Montréal, on parle de financement intégré et vous êtes au centre de ça, mais d'autres partenaires sont également impliqués. Le financement intégré, c'est l'assemblage, en fait, la réflexion qu'on peut avoir sur les différentes sources de soutien qui vous sont accessibles pour que vous puissiez vous consacrer à temps plein le plus possible à vos études et que vous soyez soutenu aussi pour toute la durée de votre formation. Alors, le financement intégré, c'est un exercice qu'on fait puis qu'on refait parce que ça prend souvent un plan A, un plan B puis un plan C. Mais c'est composé de bourses et puis on va parler un petit peu des bourses ensemble et également de travail rémunéré qui sont faits dans un contexte académique. Alors, on inclut dans le financement intégré des tâches d'assistanat de recherche ou de contribution à l'enseignement que vous pouvez faire sur place. Et puis, ces revenus-là peuvent contribuer à vous faciliter le parcours. Mais les bourses, c'est peut-être le morceau le plus excitant là-dedans parce que ça vous libère complètement et puis que vous pouvez vous consacrer à ce que vous voulez faire vraiment. Alors, on distingue au ESP des bourses qu'on dit internes, puis des bourses qu'on dit externes. Les bourses internes, c'est celles qu'on gère entièrement à l'Université de Montréal. Et puis, il y a là-dedans des bourses qui peuvent être gérées à l'intérieur de votre unité même, ou à l'intérieur de la faculté, et puis d'autres qui sont gérées par notre équipe là, au ESP. Les bourses au ESP, il y en a pour l'admission, notamment quand on va faire un passage direct au doctorat ou un passage accéléré. Il y a des bourses pour la fin du parcours qui sont intéressantes pour vous encourager à terminer, notamment au doctorat.
Et puis, il y a des bourses d'excellence de toutes sortes, parce que dans ce cas-ci, on a des donateurs ou des partenaires qui misent sur les succès à l'Université de Montréal, qui croient en l'avancement de la science à travers les travaux des étudiants. Donc, on a des concours et près d'1 million de dollars sont octroyés en bourse à chaque année selon différents critères, parce que ces bourses-là sont rattachées à des conditions là, selon les donateurs. Alors, parfois, c'est maîtrise et doctorat, parfois les deux. Les montants varient et les durées aussi, mais c'est une source intéressante à explorer. Il y a également des bourses pour les étudiantes en congé de maternité et d'autres bourses qui sont à voir. L'ensemble de ces bourses-là, ainsi que les bourses externes dont je vais dire quelques mots, se retrouvent toutes sur un portail, le portail des bourses de l'Université de Montréal, vous trouverez le lien facilement sur notre site web, où là, l'information, les conditions se retrouvent. Bon, c'est un site où tout est là, mais que c'est pas facile à le chercher. On se cache pas qu'on espère l'améliorer. L'information s'y trouve, mais soyez persévérants. Ça concerne l'ensemble des bourses de l'Université de Montréal, donc également celles de premier cycle et notamment aussi celles offertes par les services aux étudiants. Donc, ça, c'est les bourses internes. Le site les regroupe toutes, incluant les bourses externes. Les bourses externes, en quelques mots, ce sont des bourses dont on fait la promotion à l'Université de Montréal, mais qui vont être gérées en partie par un organisme extérieur. Alors, on parle ici des fonds de recherche canadiens, les 3 conseils de recherche du Canada, ou des bourses qui sont octroyées par les fonds de recherche du Québec. Ce sont souvent des bourses très prestigieuses, très intéressantes et qui vont vous placer en compétition aussi avec non seulement des collègues d'ici, mais également des étudiants de d'autres universités. Alors, on est disponible pour répondre à vos questions concernant ces bourses-là. Les lancements s'effectuent régulièrement et vos TGDE devraient vous transmettre à mesure que les bourses se déploient toutes les informations là, quant à la façon d'appliquer et les formulaires qui doivent être complétés. Alors, concernant les bourses, il y a eu quelques questions de votre part. Alors, je vais tenter de répondre à quelques-unes. D'abord, il y en a une qui est reliée aux bourses internes et qui concerne plus spécifiquement les bourses d'exemption U2M. Alors, la question, c'est concernant les étudiants étrangers qui obtiennent des bourses, quels sont les avantages de cette bourse et que renferment celle-ci, les bourses d'exemption de l'Université de Montréal? Alors, c'est une bonne question. Au départ, il faut savoir que les étudiants internationaux ont des droits de scolarité qui ne sont pas les mêmes que les étudiants québécois. Les frais à payer sont plus élevés. Alors, les bourses d'exemption de l'Université de Montréal, qui sont nouvelles cette année dans leur formule présente, viennent réduire le montant que vous devez payer en droits de scolarité. Alors, en ce qui concerne le doctorat, c'est la totalité du montant qui s'ajoute. En fait, il vous reste à payer ce qu'un Québécois devrait payer. Alors, ça couvre tous ces frais-là. Et ça fait donc une bourse qui est considérable en bout de ligne. Elle est valable pour toute la durée de l'inscription régulière. Donc, ça peut être 6 trimestres au doctorat. À la maîtrise, la bourse couvre une partie du montant qu'on dirait additionnel, mais fort intéressante aussi, et peut s'approcher de 10 000 $ au bout de 3 trimestres. Alors, pourquoi c'est avantageux pour vous? Bien, certainement parce que ça diminue considérablement le coût de vos études. Et puis, un autre avantage pas négligeable, c'est qu'il n'y a pas de concours à l'Université de Montréal pour ces bourses-là en ce moment. Alors, elle est automatiquement versée. En fait, on soustrait le montant de la facture qui vous est acheminée. Alors, c'était une question. Plus de détails sont disponibles là, sur nos sites et également au bureau du registraire. Une autre question qui a été posée concerne les bourses externes cette fois-là.
il y a une étudiante qui aimerait qu'on aborde la question des délais pour soumettre une candidature par rapport au processus interne à l'Université de Montréal. Alors, c'est une très bonne question. Puisque ça vient renforcer le fait qu'il faut vraiment planifier et se préparer d'avance. Il y a plusieurs concours qui vont impliquer différents niveaux d'évaluation. Donc, entre l'annonce d'un concours et la réponse, il s'écoule vraiment beaucoup de temps. Il y a même de bons délais entre le moment où vous devez soumettre une bourse, un formulaire complété, un dossier complet, et le moment où l'organisme qui va le financer éventuellement le reçoit. Parce qu'il y a une sélection qui se fait d'abord au niveau de votre unité pour ces grands concours-là, notamment les concours nationaux, qui est suivie d'une deuxième sélection qui se fait au niveau des ESP, puisque nous ne pouvons acheminer, dans bien des cas, qu'un certain nombre de très bons candidats. Ce qui veut dire pour vous que si un concours a une date d'échéance en novembre, on va vous demander un dossier, nous, au ESP, en septembre, et votre unité va vous demander de produire votre demande, elle, 6 ou 8 semaines plus tôt, donc ça peut être aussitôt que la fin juillet ou le mois d'août. Et ces dates-là varient selon vos unités. Alors nous, quand on lance des concours, vous savez déjà à quelle date ça doit être reçu au ESP et à quelle date ça va partir pour l'organisme. Mais dans vos unités, soyez vigilants et demandez au TGDR ou aux responsables de programme là, quelles sont les modalités là, qui vont s'appliquer pour traiter vos demandes. Il faut donc que ce soit une bonne demande, quelques mois d'avance, mais ça vaut certainement toujours la peine. On a, pour vous guider là-dedans, un calendrier annuel des bourses. On a donc un document qui montre comment les bourses sont déployées au cours d'une année. Et c'est une bonne façon aussi, dans l'esprit du financement intégré, d'aller voir un peu d'avance qu'est-ce qui se pointe en termes de concours pour lesquels vous seriez admissible. Il y a eu une autre question qui concernait cette fois la partie reliée au travail étudiant dans le financement intégré. Donc, le financement intégré, on peut faire du travail d'assistanat de recherche ou d'auxiliaire d'enseignement. Et ici, c'est un étudiant anglophone qui se demande quelles sont les possibilités de travail sur le campus pour quelqu'un qui s'exprime en anglais avec plus d'aisance, on a bien compris, qu'en français, évidemment au moment où la reprise de travail sur le campus sera permise. Alors, c'est sûr que la maîtrise ou la non-maîtrise de la langue française, ça va être un obstacle pour travailler au niveau de l'enseignement. Ça, c'est certain qu'on requiert une maîtrise du français pour pouvoir contribuer au cours. Par contre, quand il est question d'assistanat de recherche, ces contraintes-là peuvent ne pas exister. Alors, je vous invite, les étudiants dans cette situation-là, à aller voir les offres qui sont diffusées dans l'Alerte Emploi, une banque d'emploi qui est offerte, organisée, gérée par le César, qui est le Centre étudiant de soutien à la réussite, qui fait partie des services aux étudiants, pour voir les possibilités. Et puis là, il faut voir selon chaque offre qu'est-ce qui est possible. Et puis, je dirais que souvent aussi, dans les centres de recherche, il y a à l'intérieur de ces milieux-là des annonces ou des opportunités d'avoir un emploi rémunéré comme assistant de recherche. Et dans les centres de recherche, pour nous, ça fait partie de ce qui est admissible comme contribution pour du financement intégré. Et bien sûr, on vous encourage vraiment du fond du cœur à profiter de l'Université de Montréal pour vous franciser le plus possible, tirer profit là, d'un bilinguisme qui ne peut être qu'un atout là, dans une carrière de chercheur au Canada et à l'étranger. Donc, en ce qui concerne le financement des études, le message qu'on veut vous donner, c'est vraiment un encouragement à appliquer et appliquer encore au concours de bourses pour lequel vous êtes admissible, parce qu'il n'y a pas de petites bourses
En fait, la première petite bourse est la plus difficile à obtenir, puis après ça, c'est comme un engrenage. On dirait que votre crédibilité se construit et au-delà du montant qui est remis par une petite bourse, sachez que c'est souvent un accélérateur pour ensuite faciliter le financement de vos études. Et puis, vous pouvez compter sur toute l'équipe des ESP pour les questions reliées à l'avancement de vos dossiers de bourse. L'autre volet de mon secteur qui est également fort intéressant, toute autre dimension, c'est le cheminement, le développement professionnel. Alors, dans la société dans laquelle on vit, être un expert de contenu, devenir un maître ou un docteur dans un secteur de recherche particulier, c'est indéniablement hyper important, mais ça ne suffit plus toujours. On cherche aussi à développer des compétences qu'on dit transversales pour avoir encore plus de cordes à son arc dans la recherche d'un emploi éventuel. Alors, les compétences transversales chez un jeune chercheur, ça implique du leadership, ça implique la capacité de communiquer, ça implique être capable de gérer des projets, ça implique des enjeux d'éthique, toutes sortes de beaux domaines de formation. Et en lien avec ça, au ESP, on a développé un programme d'ateliers et de formations ciblées pour vous aider à cheminer dans ce portfolio-là de compétences là, que vous pouvez développer gratuitement pendant votre parcours à l'Université de Montréal. Donc, nos activités sont déployées en fonction de 4 volets de développement qui vont chercher différentes compétences, souvent combinées. Alors, on a des formations ou des activités en lien avec l'enseignement et le transfert des connaissances. Par exemple, des formations sur la communication scientifique, sur la rédaction en anglais. On a des activités liées au développement de l'efficacité personnelle, comme des clubs de recherche d'emploi, de la formation sur la gestion du temps, la gestion de projet, sur l'organisation de la recherche avec des formations en lien avec l'éthique et la propriété intellectuelle, par exemple, et d'autres liées à la responsabilité sociale, l'innovation et la création. On est à prévoir une autre capsule vidéo pour exposer de façon un peu plus concrète ces activités-là qui font partie des saisons des ESP. Alors, voilà pour les 2 volets de mon secteur. Alors, je vais maintenant laisser la place à des personnes qui vont savoir vous parler aussi droit au cœur, j'en suis certaine. Alors, j'inviterai maintenant Jonathan Desroches et Raphaël Pont de la FECUM à prendre le relais. Merci beaucoup. Alors bonjour, je me présente rapidement, Jonathan Desroches. Comme ça a été mentionné, je suis accompagné de Raphaël Ponce, qui est mon partenaire aux affaires académiques de Cycle supérieur à la FECUM. Et moi-même, je suis coordonnateur de la recherche universitaire. Puis on va vous faire une très courte présentation de qu'est-ce qu'est votre fédération étudiante, puis le milieu associatif à l'Université de Montréal. Oui, bonjour. J'ai commencé à parler, les joies de Zoom, j'ai commencé à parler, mon son n'était pas allumé, mais bonjour, enchantée. Merci Jonathan pour cette petite présentation. Donc, je suis Raphaël Ponce, la coordonnatrice des affaires académiques de cycle supérieur pour la FECUM. Alors Jonathan, tu peux passer à la première slide. On souhaiterait vraiment déjà vivement remercier les ESP de nous laisser l'opportunité de venir nous présenter lors de cette séance d'accueil. Donc, on va vous parler de ce que c'est que la FECUM. Donc, la FECUM, c'est la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal. Donc, le but de la fédération, c'est de défendre les droits et les intérêts des étudiantes et des étudiants de l'Université de Montréal. Donc, ça représente 40 000 étudiants et étudiantes. C'est un assez gros organisme qui existe au sein de l'Université de Montréal et qui est indépendant. Donc, il est composé de 86 associations membres.
Donc, vous, en tant que nouvelles et nouveaux étudiants, vous êtes probablement rattachés à une association étudiante. On vous encourage d'ailleurs à prendre contact avec ces dernières dans les prochaines semaines qui viennent. Donc, la fédération également, elle, anime la vie de campus. Dans cette année un peu spéciale, on a quand même tâché de continuer à offrir des événements pour vous, les étudiantes et les étudiants de l'Université de Montréal. On propose un nouveau format qui se veut en ligne. Il y a quand même des activités qui sont prévues en présentiel pour la session d'automne dans un premier temps pour les étudiantes et les étudiants qui pourront venir sur le campus. Il y a aussi plusieurs services qui sont offerts. On va en parler un petit peu plus tard après, au fil de cette présentation. La fédération, également, elle défend vos intérêts académiques. Comme vous avez pu voir, c'est assez complexe, le cheminement aux études supérieures et postdoctorales. Il y a énormément de choses à savoir. Voilà, vous avez eu des présentations et puis si vous avez normalement toutes et tous regardé les vidéos qui ont été mises sur pied par les ESP, c'est beaucoup d'informations. On a tous et toutes conscience. Donc, si jamais vous avez des problèmes d'interprétation, des questions par rapport à votre encadrement, le règlement pédagogique, le plan global d'études, une problématique, que ce soit par rapport à votre stage, votre terrain de recherche. De manière générale, vous pouvez venir poser des questions à Jonathan et moi. On est principalement les deux personnes chargées de répondre aux questions de la communauté étudiante de cycle supérieur. Donc, vous pouvez tout à fait venir nous contacter dès à présent. Et enfin, donc, de manière générale, on agit à la fédération pour améliorer la condition étudiante. Donc, un bref sommaire des activités, comme Raphaël a mentionné, c'est très différent cette année, assez particulier, mais on se réinvente pour garder une offre le plus possible. Donc, il y a ce qu'on appelle les quiz volleyball. C'est des génies en herbe, là, ni plus ni moins. Ça se fait maintenant en ligne. C'est une formule qui se transmet bien en ligne également. Donc, vous pouvez tout voir ces éléments-là passer sur les différents réseaux sociaux de la Fédération. Aussi un événement de cuisine et santé le 22 septembre. Il va en avoir d'autres également pendant la session et pendant l'année. C'est un atelier de cuisine. Donc, vous voyez qu'on essaie d'aller le plus large possible dans les activités qui sont mises sur Zoom, pour tout le monde. Activités pour les parents étudiants également, le 19 septembre. Il y a des tournois sportifs organisés au centre de sport, au CEPSUM de l'Université de Montréal, soit par la Fédération, soit par vos associations étudiantes membres, donc les associations étudiantes de programme. Puis finalement, le plus gros événement de la rentrée d'automne, qui est normalement le spectacle de la rentrée. Évidemment, cette année, le spectacle va avoir lieu sur Zoom, donc c'est le 24 septembre. Et les artistes qui ne sont pas encore dévoilés, les artistes du spectacle vont être dévoilés ce vendredi sur les différents réseaux sociaux de la Fédération. Oui, pour rentrer peut-être un petit peu plus en détail avec la slide précédente, le spectacle de la rentrée, c'est une programmation qui a lieu annuellement. Chaque année, on essaye de contacter divers artistes francophones, québécois et québécoises. Et donc cette année, il va y avoir le spectacle de la rentrée. On a vraiment tenu à le maintenir et puis à le faire sous un nouveau format en ligne. Donc on vous encourage très fortement à y assister. Sinon, pour continuer, comme je le disais, la Fédération, c'est également d'autres services. Donc, il y a un service de halte garderie qui s'appelle la halte garderie Le Baluchon, qui est offert à tous les parents étudiants de l'Université de Montréal. Il y a également des kiosques de livres usagés, qu'on appelle des CLU. Donc, si jamais vous souhaitez trouver des livres spécifiques pour vos cours, vous pouvez tout à fait vous y rendre et essayer de trouver le livre spécifique. Puis, une fois que votre cours est terminé, vous pouvez également aller apporter votre livre si vous n'avez plus besoin au kiosque de livres usagés. Il y a aussi tout ce qui est les agendas pour celles et ceux qui ont peut-être été sur le campus. Vous avez pu voir qu'en ce moment, il y a des distributions d'agendas. Ils sont gratuits et ils sont offerts par la Fédération. C'est important d'avoir un agenda. Donc voilà, vous pouvez tout à fait aller vous en procurer un petit peu partout sur le campus, dans les différents campus de l'Université de Montréal. La Fédération, c'est également aussi la revue Dire. La revue Dire, c'est principalement un service qui est offert à vous, les étudiantes et les étudiants de cycle supérieur. C'est offert par le FICSUM,
qui est le fonds d'investissement des cycles supérieurs de l'Université de Montréal. C'est un fonds qui vous est uniquement dédié. Et donc, la revue DIR, c'est un très gros service. C'est une revue de vulgarisation scientifique qui propose des numéros 3 fois dans l'année et qui est d'ailleurs actuellement et puis tout au long de l'année à la recherche de personnes qui sont intéressées pour venir rédiger, vulgariser un article, vulgariser sa recherche aussi. Donc, on vous encourage très fortement, si jamais vous aimez écrire et rédiger, à chercher, à contacter la revue DIR pour pouvoir rédiger un article. Il y a des prix d'ailleurs qui sont donnés pour les meilleurs articles qui sont publiés. Puis on vous encourage aussi à en faire la lecture. Le numéro, d'ailleurs, pour la rentrée d'automne va bientôt sortir. Et enfin, le dernier service, ce sont les assurances, l'ASEC. Donc, il y a diverses assurances qui sont offertes grâce à la fédération, des assurances notamment dentaires, d'ophtalmologie et également des remboursements pour des rendez-vous de santé psychologique. Il y a d'autres services, je ne suis peut-être pas la meilleure experte, mais on vous encourage à aller vous renseigner si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet. Pour vous dresser un portrait rapide des dernières campagnes menées par la Fédération sur différents niveaux. Il y a 1 an et demi, là, on a mené une campagne sur le palier fédéral, donc auprès du gouvernement fédéral, pour réinvestir, pour qu'il y ait davantage de bourses de recherche, donc comme Louise Demers le mentionnait plus tôt, donc des bourses de recherche offertes par les organismes subventionnaires fédéraux. Puis ça a mené là, directement à un gain et un investissement de 26,5 millions de dollars par année. Donc, c'est 1000 bourses de recherche au Canada de plus par année qui ont été offertes grâce à cette campagne-là qui a été entamée par la FECUM. Puis plus récemment, là, du côté provincial, cette fois-ci, on parle depuis le mois de février dernier. Donc, c'est des discussions qu'il y a eu et une campagne qui a eu lieu, qui a été menée par la FECUM, également avec l'Union étudiante du Québec, pour obtenir cette fois-ci un réinvestissement, mais dans les bourses étudiantes de l'aide financière aux études du Québec. Puis, cette campagne-là a mené à un gain il y a 3 semaines, qu'il y a eu une annonce d'un réinvestissement de 375 millions de dollars dans l'aide financière aux études. Donc, on est évidemment très content de ça. C'est quelque chose qui va changer, là, qui va avoir un impact concret dans la vie des étudiants et étudiantes. Puis, sur le 375 millions, une bonne partie, donc 275, est spécifique à cette année, donc des mesures liées à la COVID. Mais il y a quand même un 100 millions de dollars qui est récurrent. Donc, un investissement dans les bourses de l'aide financière aux études de 100 millions de dollars. C'est le plus gros investissement en aide financière aux études qu'il y a eu là, au Québec depuis les 50 dernières années. Donc, c'est assez important. C'était une très bonne nouvelle, effectivement. Et une dernière campagne qui a été réalisée par la FECUM, c'était la campagne Ça va aller, qui est sortie donc, en 2019. C'était une campagne qui a visé à déconstruire un peu les tabous liés à la santé psychologique et mentale, et puis que ce soit de manière générale que les étudiantes et les étudiants soient encouragés à en parler davantage. Il y avait, donc la campagne a permis notamment de sensibiliser, diffuser l'information, et le but était vraiment de pouvoir informer les étudiantes et les étudiants des diverses ressources qui existent au sein de l'Université de Montréal, mais également à l'extérieur. C'est un gros travail de sensibilisation, lever les tabous sur la santé psychologique. Donc voilà, une très belle campagne qui continue d'ailleurs actuellement. Enfin, pour finir, on vous invite à vous connecter à la FECUM, c'est-à-dire venir nous voir. Il y a actuellement donc 5 comptoirs, 3200 rue Jean-Briand, donc au pavillon Jean-Briand, un comptoir au pavillon Roger Gaudry avec un CLU, un kiosque de livres usagés, un comptoir au pavillon Marie-Victorin, un comptoir au campus Laval avec, là encore, un CLU, et le dernier comptoir qui a été créé au campus 1000. Donc, on vous invite également à aller voir notre site web et notre page Facebook. On a également une page Instagram et on vous invite aussi à ne pas hésiter à nous contacter, moi et puis Jonathan. Donc, on vous remercie grandement de nous avoir écoutés. Puis, on remercie encore une fois les ESP de nous avoir laissé faire une petite présentation de la FECUM.
Donc, merci beaucoup, Raphaël et Jonathan. Merci d'être venus présenter OSP. Merci aussi pour la collaboration de tous les jours, en fait. Donc, les ESP se font aussi un devoir de travailler de concert aussi avec la FECUM. Donc, merci beaucoup. Donc, vient les derniers moments. Je voulais vous dire, tous ceux qui ont levé la main, gardez vos questions et n'hésitez pas à nous les poser. Je vous invite, en fait, vous allez voir sur le site Internet, il y a aussi une section qui s'appelle « Qui fait quoi ». Donc, vous allez voir, quand je vous disais la grande équipe des ESP de l'Université de Montréal, sachez que vous allez avoir tous les noms des gens qui sont au ESP. Vous allez voir aussi leur spécialité. Donc, vous pouvez aussi contacter la personne qui est le plus près de la question que vous vous posez. Donc, merci infiniment d'avoir participé à cette séance. J'espère grandement que bientôt, on se rencontrera de vive présence. Sachez que nous sommes là. Je vous souhaite un succès, évidemment, dans votre cheminement au cycle supérieur. Je vous souhaite d'avoir du plaisir et d'embrasser aussi toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Dans un contexte qui est un peu spécial, mais comme vous l'avez vu, je pense que l'université offre quand même toutes sortes de possibilités pour vous aider à vous développer. Vous êtes à un moment très charnière de votre vie, de votre vie d'apprenant ou d'apprentissage également. Donc, profitez. Donc, à la prochaine.